plusieurs dizaines de dollars à chaque mois. C'est quelque chose que je me suis vraiment demandé au début, qu'est-ce qui fait aucun sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une autre vidéo dans ma série Finance. À chaque fois que je fais des vidéos dans cette série-là ou que je fais des Q&A, je reçois constamment des questions par rapport à plein de sujets reliés aux finances, que ce soit le crédit, le budget, comment gérer son argent, ce genre de choses-là. Fait que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo complète, une grosse vidéo où je regroupe vos questions puis j'y réponds. Petit disclaimer avant qu'on commence, je n'ai pas étudié dans les finances, je ne suis pas conseillère, c'est tout simplement mes opinions et mes conseils en tant que fille à sa mi-vingtaine qui aime les finances personnelles puis qui est intéressée là-dedans. Fait que si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-là. Mettez un like si vous aimez les vidéos finances et c'est parti. Première question, tes trucs pour créer son budget et épargner. Et il y a des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que tu recommandes pour faire un budget seul versus en couple. Je pense que ma réponse va être assez similaire que vous soyez seul ou à deux. Je pense que le gros avantage si vous êtes en couple, c'est que vous pouvez diviser certaines dépenses que les personnes seules ne peuvent pas faire. Mais mes recommandations sont les mêmes, je suivrai les mêmes étapes que vous soyez toute seule ou à deux. Première étape, je vous conseillerais pour déterminer les montants à mettre dans votre budget, ce serait de retourner dans vos dépenses et de voir pour chaque catégorie en moyenne combien vous avez dépensé pour les 3 à 6 derniers mois. C'est définitivement l'étape la plus longue et la plus plate, mais je pense que c'est vraiment un mal nécessaire parce que si vous essayez seulement de guesser combien vous dépensez dans chacune des catégories, il y a beaucoup de chances que ce soit pas nécessairement une image réaliste et peut-être que vous dépensez plus dans certaines catégories que vous pensez. Fait que prenez toutes vos dépenses, retournez dans vos relevés et voyez en moyenne combien vous avez dépensé dans chacune, puis vous pouvez vous baser là-dessus après pour voir qu'est-ce qui est réaliste pour vous. Ensuite, je pense que c'est super important de déterminer ses priorités. Vous avez vu combien vous dépensez dans chacune des catégories à l'étape 1, mais de s'asseoir en couple ou toute seule puis de se dire ok, c'est quoi mes priorités, dans quoi je vais dépenser plus d'argent. Peut-être que vous avez réalisé que vous dépensiez plus dans les vêtements que vous vouliez puis vous dites ok, c'est vraiment pas ma priorité, je préfère mettre mon argent ailleurs. S'asseoir, déterminer qu'est-ce qui est prioritaire pour vous parce qu'il y a bien des chances que vous puissiez pas mettre le gros montant dans chacune des catégories. Vous allez devoir couper à certains endroits si vous voulez épargner. Fait que de s'asseoir, de voir de façon réaliste qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Ensuite, évidemment, créer son budget, mais surtout le suivre. Je pense que c'est super important parce que je vois plein de gens qui se créent un budget, qui ont des montants en tête, mais après un mois, ils l'oublient complètement, ils vont jamais le consulter et ils finissent par dépenser beaucoup plus que qu'est-ce qu'il y avait prévu. Fait que je vous le dis, l'utilisez quand même de façon assez stricte au début puis après ça va juste devenir une habitude, vous aurez même plus besoin d'y penser puis ça va devenir automatique. Une fois que votre budget est créé, vous allez être en mesure de déterminer combien vous pouvez épargner à chaque mois et quelque chose que je recommande, que vous commenciez à épargner ou que vous soyez vraiment plus avancé, moi c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, c'est de se payer en premier. Et ça consiste à chaque paye que vous recevez de payer vos factures évidemment en priorité mais ensuite tout de suite d'épargner. Comme ça cet argent-là ne va pas rester dans votre compte et vous n'allez pas être tenté de la dépenser. Je pense que souvent le problème c'est quand on a de l'argent extra, on se dit ah je pourrais me gâter, je pourrais aller au resto. On dépense dans des choses qui sont pas nécessairement utiles et qui sont pas essentielles. Par exemple, votre objectif c'est d'épargner 500 $ par mois si vous êtes payé aux 2 semaines, peut-être d'établir un virement de 250 $ après chaque paye ou vous-même manuellement d'aller chercher ce 250 $ là, de le placer en épargne. Puis vous êtes comme ça assuré de réaliser vos objectifs et vous n'allez pas vous ramasser qu'il reste 20 $ à chaque fin de mois à épargner parce que vous avez dépensé dans des choses qui sont pas essentielles. Prochaine question, tes trucs pour économiser au quotidien. Je pense que c'est un gros enjeu ces temps-ci, surtout avec l'augmentation du coût de la vie. On est beaucoup à vouloir diminuer les dépenses et à continuer à réaliser ses objectifs. Parfois c'est même par nécessité, on n'a pas le choix d'économiser si on veut continuer à rejoindre les deux bouts. L'endroit où je pense que c'est super important au quotidien, c'est de faire attention à l'épicerie. Personnellement, il y a quelques petits trucs que je fais dans mon quotidien pour m'aider à payer vraiment moins cher sur ma facture d'épicerie. C'est là que ça a beaucoup augmenté dans les derniers mois, j'ai l'impression. Fait que premièrement, j'ai toujours une liste. Super important de pas aller à l'épicerie sans liste parce que vous allez acheter plein de choses qui sont pas nécessaires. Ensuite, de faire les circulaires. Peut-être qu'il y en a qui veulent pas les faire. Puis c'est vraiment correct si vous pouvez vous le permettre. Mais depuis que j'habite toute seule, je fais les circulaires à chaque semaine, je vois c'est quoi les spéciaux et je choisis mes repas et mes achats en fonction des spéciaux. Il y a des choses que je vais jamais acheter à prix régulier parce que je sais qu'ils sont constamment en spécial. Et aussi, si c'est possible pour vous de faire les imbattables, moi c'est mon meilleur truc. Je vais chez Maxi spécialement pour faire les imbattables. Ce n'est pas une pub, c'est juste que pour moi ça me permet d'économiser tellement d'argent, d'aller un peu plus loin pour faire mon épicerie, mais de tout pouvoir prendre les spéciaux des autres épiceries et les appliquer au même endroit. Ça permet vraiment de sauver beaucoup d'argent au quotidien. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps
Puis c'est pas tout le monde qui veut faire l'effort pour ça. Vous n'avez pas nécessairement l'option d'aller dans un maxi, mais pour moi ça m'aide vraiment beaucoup. Sinon dans une autre ordre d'idée, quelque chose que je pense qui peut économiser plusieurs dollars, même plusieurs dizaines de dollars à chaque mois, c'est de vérifier ses abonnements récurrents. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à prendre des abonnements gratuits, un essai de 1 mois par exemple sur Prime, puis ils oublient de l'annuler, donc vous avez des paiements qui sont sur votre carte que vous réalisez pas nécessairement, puis ça finit par s'accumuler. Fait que vraiment juste vérifier vos dépenses de temps en temps, voir s'il y a justement des abonnements comme ça qui se sont glissés, des augmentations que vous n'aviez pas vues. Moi ça m'aide vraiment beaucoup, puis je me mets des alarmes personnellement si j'ai des moments où j'ai des abonnements, des essais gratuits, je me mets directement un rappel sur mon téléphone pour la veille, pour être sûr de l'annuler et de pas payer le montant pour un mois supplémentaire. Finalement, dernier conseil que je pense qui aide vraiment au quotidien, c'est tout simplement de réfléchir avant de faire certaines dépenses pour éviter des achats impulsifs. Surtout côté vêtements ou des dépenses en ligne, je pense que c'est vraiment facile de vouloir cliquer tout de suite sur acheter. Puis oui, vous allez être content sur le coup, mais peut-être qu'à long terme, vous allez vous dire pourquoi j'ai fait cette dépense-là. C'était pas nécessairement utile. Ça s'accumule puis ça fait plusieurs dizaines, centaines de dollars par mois. Fait que des fois, de garder des choses dans votre panier pendant une couple de jours avant de vraiment vous décider, c'est sûr que ça peut aider à sauver beaucoup d'argent au quotidien. Question côté budget, on m'a demandé pourquoi utilises-tu la méthode de budget 50-30-20? Quels sont les avantages et inconvénients? Personnellement, j'utilise cette méthode-là depuis presque 3 ans, depuis que j'ai fait mon premier budget d'adulte en commençant à travailler à temps plein. Cette méthode de budget-là consiste à avoir 50% de vos dépenses qui sont vraiment reliées à vos besoins, 30% qui sont plus des extras et 20% qui est en épargne. Puis pour moi, ça concorde vraiment bien parce que mon objectif justement, c'est d'avoir 20% de mon revenu net qui est en épargne. Fait que ça fonctionnait déjà de base pour moi. Et de façon réaliste, ça fit vraiment bien avec mes catégories de budget. Peu importe le revenu que j'ai, je pense vraiment que ça fonctionne bien. Donc pour le moment, j'ai pas l'intention de changer de méthode. Puis je vois pas vraiment d'inconvénients non plus, fait que je le recommande. Dans la même ordre d'idée, on m'a demandé comment fais-tu pour suivre toutes tes dépenses. Personnellement, j'utilise un template de budget Excel. Je trouve vraiment que c'est une méthode simple. Puis vous n'avez pas besoin d'être des pros en Excel pour suivre là-dessus. Et j'ai créé mon propre template il y a presque 3 ans. D'ailleurs, petit self-plug, si ça vous tente de vous procurer mon template de budget Excel, je vais mettre le lien vers ma boutique Etsy dans la description. Vous pouvez vraiment personnaliser selon vos catégories de dépenses. Vous pouvez suivre vos dettes, vous pouvez suivre votre épargne. Je trouve vraiment que c'est un bon entre-deux qui est quand même assez simple, mais quand même assez complet en même temps. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de templates sur le marché qui étaient comme super complexes. Fait que j'ai créé ce template-là et je l'utilise depuis presque 3 ans déjà. Je le mets manuellement à jour plusieurs fois par semaine, voire presque tous les jours. Puis ça me permet vraiment de suivre en temps réel combien j'ai dépensé dans chacune des catégories. Avant, je l'utilisais plus une fois par semaine, peut-être même à la fin du mois, puis je trouvais que ça m'arrivait de dépasser des catégories puis de le voir juste à la fin du mois, puis il était un petit peu trop tard pour réajuster. Fait que je trouve que ça fonctionne bien pour moi, puis c'est pas si long si vous le faites vraiment de façon régulière. Ça prend à peine quelques minutes à chaque jour pour moi pour le faire. Puis j'ai établi cette habitude-là, fait que ça se fait vraiment rapidement maintenant. Maxime du futur, ici, on est quelques heures plus tard et comme vous pouvez voir, la lumière est assez différente parce que j'avais oublié de répondre à une question que je voulais full inclure. Fait que je prends le moment d'interrompre puis de y répondre maintenant. On m'a demandé comment gères-tu tes finances? Quels sont les comptes épargne et d'investissement que tu as en ce moment? J'ai déjà répondu à une question similaire il y a environ 2 ans dans ma routine financière. Mais ça évolue tout le temps, fait que je voulais vous partager ça avait l'air de quoi en ce moment parce que j'ai l'impression qu'on en parle vraiment pas assez. C'est assez différent si vous écoutez des créateurs qui sont pas au Canada ou des créateurs qui sont québécois. En ce moment, j'ai 4 comptes épargne qui sont vraiment dans ma banque. C'est là que je garde pas trop d'argent, mais assez pour que ce soit accessible quand j'en ai besoin. Fait que j'ai mon premier compte qui est pour mon fonds d'urgence. C'est pas le plus gros taux d'intérêt, mais ça me permet d'accéder vraiment rapidement si j'en ai besoin. J'ai 3 à 6 mois de mes dépenses qui sont là si jamais j'ai besoin d'argent, soit pour un bris ou comme si je perds mon emploi, genre de choses comme ça qu'on veut pas avoir besoin d'utiliser mais qui est là quand même. Ensuite j'ai un compte plus fun money, donc si je veux dépenser, me gâter dans une petite dépense pas trop chère, j'ai quand même un compte épargne qui est pour ça. Et j'ai un 3e compte épargne qui est pour mon fonds voyage. Le 4e compte en ce moment est pas trop utilisé. Avant je l'utilisais pour mettre de l'argent que je voulais investir. Mais comme j'ai investi cet argent là au début de l'année, pour l'instant il est presque vide. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je voulais faire avec pour le futur, mais il existe quand même. Le reste de mon argent, même la plupart de mon argent, se trouve ailleurs. J'ai commencé à travailler avec un conseiller financier il y a presque 5 ans, même plus que 5 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à placer
dans un CELI et un REER. Auparavant, mon CELI se trouvait à ma banque. J'ai placé dans un CPG pendant quelques années à partir de mes 18 ans. Puis par la suite, j'étais prête à faire quelque chose qui était un peu plus risqué. Et j'ai commencé à investir dans des fonds communs de placement avec mon conseiller financier. Fait que c'est des fonds qu'on a choisis ensemble selon mon niveau de risque, selon mon horizon de placement aussi. Ils sont un peu différents, j'ai pas seulement un fonds. J'ai des fonds avec des actions puis des obligations qui sont assez diversifiées de partout dans le monde, plusieurs industries, tout ça. Même chose pour le plus récent ajout, c'est-à-dire mon CELIAP, que j'ai aussi investi dans des fonds communs de placement, mais avec des risques un peu moins élevés et un horizon de placement un peu plus court parce que j'ai l'intention d'acheter une première propriété dans quelques années. Donc ouais, j'ai ouvert ça en 2023 quand ça a été inauguré. Et j'ai aussi un REER qui a été ouvert il y a 4 ou 5 ans au Fonds de solidarité FTQ, qui est un fonds commun de placement encore une fois, mais québécois, qui investit dans l'industrie au Québec. Fait que c'est de ça qu'on leur mes comptes en ce moment. J'ai de l'argent un peu partout. Je trouve que c'est super important de ne pas avoir ses œufs dans le même panier. Et ça fructifie pendant ce temps-là, j'ai pas besoin d'y penser. La plupart de mon argent est comme placé, je peux regarder combien il vaut, mais c'est pas tout de suite que je vais l'utiliser. Prochaine question, quel pourcentage de notre salaire devrait-on mettre sur notre logement? Grosse question, puis c'est quelque chose que je me suis vraiment demandé au début aussi. Il me semble que qu'est-ce qui est officiellement recommandé, c'est 30% de votre revenu net dans votre logement. Mais en 2025, avec le prix des loyers, les hypothèques, tout ça, je vous dirais que de façon réaliste, c'est un petit peu plus difficile de respecter ça, surtout si vous êtes une personne seule, comme je le suis. De mon côté, pour être vraiment plus réaliste, j'essaie vraiment de viser le 50% au total de mes dépenses essentielles, incluant le loyer, les assurances, ce genre de choses-là, de mon budget, de mon revenu net, parce que le 30% pour le loyer seulement, des fois c'est pas nécessairement réaliste, surtout si vous êtes seul comme j'ai dit. Une autre question que je trouvais super pertinente, comment combattre le lifestyle creep après les études ou après une hausse de revenus? Puis je trouvais que c'était vraiment pertinent parce que c'est quelque chose qui arrive vraiment beaucoup puis les gens s'en rendent pas nécessairement compte. D'ailleurs, si vous connaissez pas le lifestyle creep, c'est tout simplement le pattern de dépenser plus à mesure que son revenu augmente, et ça arrive qu'il y a beaucoup de gens qui s'endettent justement en faisant ça. Donc comment le combattre? Je dirais de vraiment essayer de conserver les dépenses similaires à ce que vous aviez dans votre lifestyle d'avant. Donc, augmenter son épargne plutôt qu'augmenter ses dépenses si c'est possible. Oui, vous pouvez vous gâter de temps en temps avec des petites choses, mais je pense que quand vous avez un salaire, une augmentation, ou vous changez de job puis vous avez par exemple un plus gros revenu, de pas nécessairement aller grossir sa maison, acheter une nouvelle auto, faire des rénovations, de genre de choses que rapidement ça peut augmenter puis vous n'allez pas nécessairement réaliser, mais vous allez vous endetter ou vraiment diminuer votre épargne tandis que vous avez plus d'argent supposément dans vos poches. D'ailleurs, sur un changement de situation comme celui-là, je recommande vraiment de se faire un nouveau budget qui est plus représentatif de votre nouveau revenu puis d'essayer de rester conservateur un peu plus dans les dépenses, surtout au début pour éviter le lifestyle creep. Je pense que mon plus gros conseil, surtout en attrait au lifestyle creep, c'est de pas se comparer aux autres. Je pense que la comparaison, c'est ce qui nous enlève le plus de bonheur, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont un poste comme vous, qui ont des voitures de luxe, qui ont des grosses maisons, que vous devriez faire la même chose. Au contraire, je pense que c'est encore mieux de placer plus d'argent pour votre futur, comme ça vous allez être encore plus riche plus tard, puis on sait que la richesse c'est pas seulement l'argent. Fait que je pense que essayer de pas trop se comparer aux autres, ça aide vraiment beaucoup aussi. Prochaine question, comment faire des placements intelligents en vue de l'achat d'une propriété? Faire appel à un professionnel. Je sais que je me répète, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est tellement important. Et s'y prendre dès que possible. Je pense que si c'est un objectif pour vous, peu importe si ce soit l'achat d'une propriété ou un autre objectif financier, plus tôt vous le faites, chaque jour que vous perdez, chaque semaine que vous perdez, l'argent ne travaille pas pour vous, le marché ne travaille pas pour vous. Fait que même si vous connaissez pas, juste aller faire appel à un professionnel qui va vous aider, puis qui s'y connaît selon vos objectifs, selon votre horizon de placement, va vous aider à savoir c'est quoi les meilleurs placements pour vous. C'est vraiment difficile de prendre des guesses toute seule, c'est pas quelque chose que je recommande, surtout que vous avez aucune connaissance dans le marché. Prochaine question par rapport au crédit maintenant, comment bien utiliser sa carte de crédit, le pourcentage d'utilisation, quand effectuer le paiement, etc. Le pourcentage d'utilisation, c'est recommandé entre 1 et 30% de votre limite de crédit. C'est là que vous allez avoir la meilleure cote. Personnellement, dans le passé, j'ai fait l'erreur d'aller avec 0% d'utilisation et ce n'est pas mieux. Au contraire, ça baissait ma cote de rien d'utiliser puis de payer constamment ma carte au complet pendant le mois, ou même de surpayer. Ce n'est pas quelque chose que je recommande parce que vous allez juste être affecté négativement sur votre crédit, qu'est-ce qui fait aucun sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous utilisez votre carte au quotidien comme moi je le fais sur vos dépenses, je dirais de tout le temps payer un petit peu à travers le mois.
pas à chaque jour nécessairement, mais quelques fois par semaine, juste repayer un peu, mais pas plus que qu'est-ce que vous devez. Ça aide vraiment à justement pas avoir une très grosse utilisation de votre crédit. Si vous êtes vraiment en contrôle de votre crédit puis c'est pas un problème pour vous, ça arrive que d'augmenter sa limite mais de moins dépenser, ça peut vraiment être une bonne situation pour vous. C'est ce que j'ai fait personnellement au début. Quand j'ai eu 18 ans, j'avais une plus petite limite, mais j'avais tendance à plus utiliser parce que si vous avez une limite de 1000$ puis vous utilisez 500$ dessus, c'est pas beaucoup 500$, mais c'est 50% d'utilisation. Fait que j'ai augmenté un petit peu à travers les années et maintenant j'ai une plus grosse limite, mais je n'utilise jamais au complet, je reste toujours en bas du 30%, donc ma cote a augmenté en faisant ça. D'ailleurs, je pense que c'est évident, mais je tiens quand même à le redire, ne jamais garder un montant impayé sur votre carte de crédit. Je sais que parfois il y a des gens qui n'ont pas le choix de s'endetter puis d'utiliser le crédit, de payer l'intérêt, mais c'est comme ça que les compagnies de crédit font leur argent. Fait que si vous êtes capable de pas garder de solde puis de juste utiliser la carte pour ses avantages, mais de pas payer de frais, c'est vraiment la meilleure façon d'utiliser. Dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, comment voyager à petit prix? Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour payer moins cher vos voyages, c'est certain. Si vous êtes capable, voyager hors de la haute saison, ça aide vraiment beaucoup. Les vols sont tellement moins chers. Les restaurants, ça va être beaucoup plus facile parce que offre et la demande, plus il y a de monde, plus ça va coûter cher. Fait que si vous êtes capable d'avoir des voyages qui sont soit comme au printemps ou à l'automne par exemple si vous allez en Europe, ou de pas voyager comme dans le pic de l'été, c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup. Sinon, Google Flights, meilleur outil pour moi pour magasiner les vols et savoir quels jours sont les moins chers. Sinon, je pense que c'est évident, mais aller dans des Airbnb ou des hostels, souvent ça permet de sauver beaucoup d'argent plutôt qu'aller dans un hôtel. Peut-être faire sa nourriture si vous êtes justement dans ces hébergements-là plutôt que de tout le temps payer pour des restaurants, ou sinon faire un mélange de restaurants moins chers et plus chers, un mélange d'activités gratuites et payantes, ce genre de choses-là. Un bel entre-deux, je trouve que ça aide à économiser beaucoup d'argent pendant les voyages et évidemment, je recommande toujours de faire un budget, comme ça vous n'allez pas dépenser plus que vous pensiez par surprise. Voilà, c'est toutes les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos questions finances pour peut-être que j'y réponde dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!